Je suis actuellement en train de quitter Google. J'y aurais passé 3 ans. Basé à Dublin. Mon job, c'est de trouver des stratégies de croissance en collaboration avec mes agences pour les faire grandir leurs clients et du coup, de facto, faire grandir le business de Google. J'ai entendu dire que sur ce layoff, certaines personnes ont touché plus de 100 000 euros de chèque départ. Si tu veux globalement passer ta vie et faire carrière et que tu t'en donnes les moyens, franchement, il n'y a pas meilleur endroit. Comment on rejoint Google? Pas voir la chose de manière manichéenne, genre Google c'est des grands méchants, de toute façon ils réfléchissent qu'en termes fiduciaires et financiers. La réalité c'est que un vrai truc hyper primordial sur, tu vois, j'ai presque envie de dire l'envie et le fait que des ressources soient débloquées, c'est le mindset collaboratif. Généralement quand tu reçois ce genre d'email, tu réponds oui pour commencer, Dans le doute. mais dans le doute pour voir, ouais. Est-ce que pour les gens compétents, et surtout j'insiste, qui ont envie, il reste suffisamment d'opportunités aujourd'hui? Oui, également, sans aucun doute. Tu vois les solutions Google, enfin je veux dire c'est tellement puissant. C'est normal d'être ambitieux. Ce serait complaisant et franchement du gâchis que de ne pas l'être. Je tiens à remercier notre sponsor qui aujourd'hui sponsorise le podcast La quête du SEA. Donc Shanable, c'est la plateforme pour optimiser votre flux sur Google Ads, sur Pinterest, sur l'ensemble des régies publicitaires, que ce soit dans l'automobile, dans l'e-com. Moi personnellement, je l'utilise sur la partie e-com et honnêtement, ça m'a permis de gagner en performance. Il propose également un CSS qui permet d'être ultra rentable comparé au CSS classique type Google et d'autres propriétés à partir de 19 € par mois. Vous pouvez créer gratuitement un compte sur le site de Shanable. Vous retrouverez l'ensemble des informations dans la description. Et merci encore à Shanable d'avoir sponsorisé le podcast. Bonjour Alex. Salut Alexandre. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, merci de participer à ce nouvel épisode. Bah avec plaisir, merci de m'avoir invité. Écoute, tu es, je pense, la personne idéale pour cet épisode, sachant que c'est la quête du SEA. Du coup, je vais te laisser te présenter, nous expliquer où tu as travaillé. Où tu as travaillé déjà, je pense que ce serait pas mal. Ouais, ok. Je vais essayer de faire un résumé un peu condensé des 10 dernières années. À vrai dire même des 11 dernières années. Je suis actuellement en train de quitter Google. Donc, j'aurais peut-être à vrai dire même quitté Google au moment où ces images seront diffusées. J'y ai passé 3 ans, j'y aurais passé 3 ans, donc basé à Dublin, où sont les équipes, l'essentiel des équipes SMB pour Small and Medium Businesses de Google et d'un certain nombre d'autres acteurs de la tech, pour ne pas les nommer. Donc au sein de cette équipe SMB, j'étais moi-même manager agence. Donc tu connais probablement ce programme d'accompagnement, de partnership avec les agences SIA du marché français. J'ai d'ailleurs en tête que tu as reçu sur ce même plateau notre bon ami Benjamin Hoffnung, qui était, pour ne pas le nommer, à un moment le MD de AdsUp, qui est une des agences qu'on accompagne et que j'ai eu la chance d'accompagner ces 3 dernières années. Donc je pense qu'on aura probablement l'opportunité de revenir sur ce qu'on y fait dans cette équipe agence, comment ça fonctionne, etc. etc. Donc je ne vais pas m'étendre davantage. Mais voilà, c'est une aventure qui a duré 3 ans. Ok. Avant de rejoindre Google, j'ai passé 8 ans au sein du groupe Publicis. Et alors, du côté créa, davantage que du côté média. D'ailleurs, même pour dire les choses de manière tout à fait transparente et honnête, je n'avais pas fait de médias à proprement parler avant de rejoindre Google en 2022. Ok. Donc chez Publicis, j'avais passé les 4 années, 3 années et demie, on va dire, précédant mon arrivée chez Google à Singapour, chez Léo Burnett. Ok. Donc Publicis Léo Burnett, où j'accompagnais un portefeuille composé essentiellement de 2 annonceurs. SK2, qui est une marque de skincare du portefeuille Procter & Gamble, très grosse marque sur les marchés APAC, US, et pour le coup complètement inconnu en Europe. Mais donc voilà, premier client skincare, P&G donc, et second client Tiger Beer, qui est une des marques locales du groupe Heineken. Ok. Et j'avais transféré interne Publicis depuis Paris, où j'ai commencé ma carrière, pour utiliser l'expression consacrée, chez Marcel en 2014. Donc Marcel qui est un peu la pépite créative du groupe Publicis en France, où là pour le coup, ayant quand même passé on va dire un laps de temps assez long au sein de l'agence, j'ai vraiment eu pléthore de clients, d'annonceurs essentiellement français. Mais bon, pour en citer quelques-uns, j'ai fait du Orange, j'ai fait du Groupama, j'ai fait du Under Armour, j'ai fait du Mythique. J'ai accompagné d'ailleurs le groupe Publicis et le Publicis Drugstore également. Ok. Voilà, globalement pour mon parcours. Top. Écoute, là, j'ai quand même quelques questions par rapport à ton parcours. Mm. Je pense que l'élément le plus, on va dire, surprenant, c'est comment tu as rejoint Google. Parce que
tu es en train de m'indiquer donc tu travaillais chez Publicis Mmh. sur la partie créa. Ouais. Google, bon, effectivement, on parle de plus en plus de créa d'audience, etc. Mmh. Mais c'est avant tout, je pense que tu seras d'accord avec moi, 70-80% du search, Mmh. du vrai paid, entre guillemets. Le reste aussi, c'est du paid. Mais comment on passe, entre guillemets, d'un poste, chez Publicis, moi j'imagine que tu dois être à un certain niveau aussi par rapport à ça, à Google, sur une autre dynamique, excuse-moi, un autre métier. Quels sont les process de sélection Mmh. et aussi pourquoi Google finalement? Ouais. Il y a pas mal de questions dans la question, donc peut-être pour Hmm. les refaire dans l'ordre et s'il te plaît, si tu vois que j'oublie un élément de ce que tu me demandais, hésite pas à me remettre sur la voie, mais Sortir j'entends mon que la bâton de pre mage. pardon? Je vais sortir mon bâton de mage, Ouais, t'inquiète. je vois, ça, pas de problème, pour me remettre un peu dans le droit chemin. Mais non, donc j'entends que la première partie de ta question est davantage spécifiquement par rapport au skill set que j'avais et en quoi ce skill set a Tu été me fais du pied. considéré, ouais, pardon, excuse-moi, a été considéré pertinent, pour, tout simplement pour me trouver recrutable. Donc peut-être pour répondre d'abord à cet aspect-là de la question. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, tu arrives en tant que candidat face à Google et en vrai, ça peut être Google, ça peut être un autre big tech, ça peut être un cabinet de consulting, ça peut être n'importe quel, tu vois, Ouais, potentiel employeur. La réalité, c'est que on te juge sur un skill set et en fonction, entre guillemets, de la politique et de la stratégie de recrutement, qu'une boîte a envie de mettre en place pour faire grandir ses équipes, on peut décider d'avoir des critères, entre guillemets, hyper rigides sur l'ensemble du skill set qu'on recherche chez un candidat. ouais. Donc pour reprendre mon exemple à moi, se dire, bah, en 2022, on recrute des Googlers, si jamais on voit qu'ils n'ont pas d'expérience sur les médias, on veut pas les recruter. Ou alors, tu as une autre stratégie, qui était la stratégie de recrutement de Google à l'époque. Je dis à l'époque, on y reviendra après, parce que voilà, c'est des choses qui ont un petit peu évolué, qui avaient déjà évolué à l'époque et qui ont continué à évoluer, où on se dit en fait, on considère que sur certaines choses, on peut ramp up les gens de manière efficace, rapide, euh, une fois qu'on les a embauchés. Ok. En revanche, sur certains aspects du skill set, sur des soft skills ou sur d'autres hard skills, on considère que ces éléments-là, chez nous, dans une majorité des scénarios, sont en réalité davantage pertinents et davantage gages qu'une personne va bien s'intégrer et performer chez nous. Du coup, peut-être pour reprendre mon exemple à moi, en fait, c'est pas si déconnant que ça, dans la mesure où j'avais 8 ans d'expérience en agence, donc certes en agence créa, pas en agence média, mais bon, la réalité, c'est que le rapport d'une agence à son annonceur, ses annonceurs, que tu sois côté créa, que tu sois côté média, alors oui, les business models sont différents, mais la manière dont les rapports de force, ou on va le dire, le rapport commercial, La gestion la clientèle. gestion de clientèle fonctionne, bah, en réalité, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont connexes. Donc, une première chose. La seconde chose, c'est de manière plus générale, la capacité à aller pitcher un client, à faire de la relation client. J'ai mis un petit coup dans le micro, j'espère que ça ne va pas faire de bruit horrible. Euh, de gérer un client, de faire grossir un compte client, ce genre de choses, ben, que tu fais en agence, qu'elle soit créa ou média, tu arrives chez Google, tu dois également les faire. Ouais. Et puis, je dirais, le dernier trait un peu important et qu'a priori j'avais, bah, c'est tout simplement ma manière d'interagir avec les autres qui était en phase avec la fameuse Googliness, qui est l'expression consacrée, le néologisme de Google pour qualifier bah, tout simplement la vibes des gens à embrasser et à se comporter comme les valeurs de Google, entre guillemets, le plébiscite. Donc, si tu veux, malgré le fait que j'avais effectivement relativement peu d'expérience technique sur le média, bah, de par toutes ces choses que je viens d'évoquer, j'étais un candidat crédible. Et puis la réalité, c'est que même, à vrai dire, en ayant passé 8 ans avant de la créa, j'aurais été pas très malin, si tu veux, de débarquer en disant «Ah, j'ai jamais entendu parler du média», puisque bien entendu, j'avais collaboré avec beaucoup d'agences médias, j'avais fait des recommandations co-construites avec que ce soit les agences partenaires côté Publicis ou d'autres Big Six dans le cas d'annonceurs qui bossaient avec deux groupes créa média. Bref, donc je n'étais pas non plus complètement à poil sur cet aspect-là du sujet. D'accord. Et comment on rejoint Google? Bah, il y a pas mal de manières de rejoindre Google. Globalement, soit tu frappes à la porte, soit on vient te chercher. D'accord. Donc il y a des chasseurs Heu, de tête. En fait, effectivement, Google fonctionne avec des recruteurs internes, qui font un peu office de RH, en tout cas pendant la période de recrutement. Bon là, je vais rien partager de secret défense, hein, donc a priori, c'est des informations qui sont disponibles, sur le net. Mais pour partager un petit peu plus de détails, globalement, ces gens-là ont pour mission essentiellement de nourrir une pipeline de candidats lorsque un poste est ouvert.
D'accord. Donc, moi, manager ou directeur d'une équipe, j'ai un headcount, 2 headcount, 3 headcount, 4 headcount sur lesquels j'ai besoin de recruter sur voilà, une timeline particulière. Je vais briefer un recruteur ou des recruteurs et eux ont pour mission de me nourrir en candidat. D'accord. Donc, il y a deux manières effectivement dont ça peut se passer. Soit il y a effectivement du inbound avec des gens qui vont effectivement dire papa à la porte, qui ont déjà apply et il y a un processus de screening qui va être assez, j'ai envie de dire, conventionnel. À ceci près que Google étant Google, mais bon, ça sera le même cas chez Meta, chez TikTok ou chez toutes ces boîtes qui D'autres sont assez, régimes. Ouais. voilà, assez désirables. Euh, le process est assez compétitif. Donc, a priori, il faut trouver une manière pour avoir un CV qui émerge, soit sur une compétence en particulier, soit sur une expertise en particulier, une expérience. Bref, il faut trouver une manière d'émerger. Il y a un process de referral qui existe également. Ok. Pareil, c'est pas secret défense. C'est le cas dans un bon nombre de boîtes américaines, à vrai dire, et même de boîtes françaises. Oui, oui. Mais d'être coopté par quelqu'un qui est déjà dans la boîte, chez Google en l'occurrence, va te permettre d'émerger un petit peu plus. Je dis un petit peu parce que la réalité, c'est que ça va pas non plus faire la différence à 300%. Et puis après, il y a l'autre cas de figure, qui était mon cas de figure à moi, qui est le cas de figure de plein d'autres gens, qui est qu'en réalité, ces fameux recruteurs passent aussi pas mal de temps à screener LinkedIn et Ok. donc vont aller sourcer du candidat comme ça et faire donc de l'outbound cette fois-ci pour dire bah voilà, est-ce que tu serais potentiellement intéressé pour un petit chat on a une opportunité chez Google. D'accord, donc c'est Google qui est venu te chercher. Ouais. Ok, incroyable. Généralement, quand tu reçois ce genre d'email, tu réponds oui pour commencer, Dans le doute. mais dans le doute pour voir, ouais. Mais oui, effectivement, en tout cas dans mon expérience, mon expérience, c'est on est venu me solliciter. Ok, bah, je crois que j'ai reçu une fois un message sur LinkedIn de Google, mais je crois que c'était pour la Pologne, Ouais, de mémoire. Enfin bon, je trouvais effectivement c'est comme gratifiant, quoi qu'il, bien sûr, même si c'est bien sûr, négatif, bien sûr. etc. Mais bon, j'avais lancé la boîte, donc Ouais, et puis peut-être pour les gens qui regarderont le podcast, en vrai, même si t'es pas intéressé, même si c'est en Pologne, même si c'est à Dublin, que tu veux pas aller à Dublin, euh, c'est pas un sujet Dublin. pardon? C'est un vrai sujet Dublin. Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Chacun va midi à sa porte. Voilà, Ouais, pour répondre de manière hyper franche. Mais par rapport à ce point-là que tu évoquais, moi, ma recommandation pour n'importe qui, même si techniquement vous n'êtes pas intéressé par l'offre, pour quelque raison que ce soit, c'est d'y aller quand même. C'est pas non plus un process ultra chronophage en vrai, ok. parce que justement, il est voulu très rationalisé d'un point de vue du nombre d'interviews, euh, à la fois pour économiser du temps à l'interne et pour s'assurer que le process soit complètement fair pour tout le monde. Donc chacun suit le même process, les mêmes typologies d'interviews, le même nombre d'interviews, pour que tout soit hyper équitable. Et c'est un vachement bon exercice. Si un jour tu as vocation, si tu as vraiment envie de rejoindre Google, mais que c'est le poste qui te plaît pas, ou la location qui te plaît pas, le fait de laisser une bonne impression dans un process va te donner un edge sur ta prochaine interview ou ta prochaine opportunité. Et également, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais la nature aussi de l'exercice d'interview chez Google, qui ressemble un peu à ce qui se fait par ailleurs aussi hein, chez d'autres acteurs de la big tech, fait que si tu n'as jamais fait que des interviews, on va dire conventionnelles, avec quelqu'un tu sais, qui te pose un peu des questions, raconte-moi ce que tu fais, comment tu fais, Ouais, avec tel client tu fais quoi, etc. etc. Le format d'interview est particulier. Et il ok. n'y a pas meilleur exercice que de s'y frotter pour de vrai une fois ou deux, avant de s'y refrotter pour un job que tu veux vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et il y a vraiment des questions du type chez Google, combien de balles de tennis je peux mettre dans un bus? Et ben, c'est pas complètement une légende urbaine. À ma connaissance, c'était vraiment le cas à une époque. Ok. Mais tu vois, je racontais tout à l'heure que tu as une stratégie de recrutement qui correspond au genre de gens que tu veux avoir. À Ouais, l'époque où ces questions-là étaient posées, les profils étaient différents. Les profils que Google voulait recruter étaient différents. il y a des ingénieurs. Des ingénieurs, ouais, effectivement, beaucoup plus d'ingénieurs, même sur des positions sales. Ok. Bon, là, je fais des très très grosses généralités. On va peut-être venir me chercher en disant factuellement ce que tu racontais est faux, mais je veux dire, le propos de ce qu'on cherchait à tester chez les gens était différent. Pour répondre à ta question directement, en tout cas à ma connaissance, ces questions-là aujourd'hui n'existent plus. D'accord, Bon, tu vois, dans le format, en tout cas, c'est pas le genre en tout cas, c'est pas le genre de question qu'on pose. d'accord. Et bah, pour donner un peu plus de contexte, toi, tu fais quoi chez Google? Tu as quel grade? Comparé à un, je dirais, un salarié ou un account manager normal, tu as un N plus combien? Ok.
Alors, donc moi, je gère un portefeuille d'agence. Je gérais un portefeuille d'agence. Il va falloir que je m'habitue à Oui, parler à l'imparfait. même si on Euh, est parfait. oui, absolument, n'est-ce pas? Oui. J'ai géré un portefeuille d'agence. Euh, donc là encore, pas mal de questions dans la question. On reviendra peut-être après à l'aspect hiérarchique, structure de l'équipe et tout. Mais en gros, les responsabilités, pour le dire sans langue de bois, c'est de faire grandir le business de Google sur les solutions ads au sein de ce portefeuille d'agence. Donc, les agences dans mon portefeuille gèrent des annonceurs, gèrent des comptes d'annonceurs. Ces annonceurs investissent dans les régies avec lesquelles ils souhaitent investir, en l'occurrence Google. Ces investissements, c'est mon portefeuille d'un point de vue fiduciaire, tout simplement. Mon job, si je le résume à sa plus simple essence, c'est de trouver des stratégies de croissance en collaboration avec mes agences pour les faire grandir leurs clients, et du coup, de facto, j'ai envie de dire en effet de bord, faire grandir le business de Google. D'accord. Et toi, tu étais en relation du coup avec les head of search, les CEO d'agence. Ouais. Tu avais ce niveau de communication. Yes. Donc, tel que je dirais de manière plus opérationnelle, plus frameworkée, effectivement, je dirais un peu la clé de voûte de du partnership entre Google et les agences faisant partie du programme. Alors, il y a un programme qui s'appelle le programme Premier Partner, avec un badge. Je suis sûr que tu connais un petit peu les rouages du système. Qui dépend du Euh, media spend, tout à fait, écoute. qui dépend du media spend. Là encore, aucun secret. Je veux dire, c'est tout à fait clairement explicité en ligne. C'est pas d'ailleurs que du media spend, c'est aussi la trajectoire du portefeuille, La croissance. la croissance exactement, l'adoption ou la non-adoption de solutions que Google considère prioritaires et en phase avec l'évolution de l'écosystème, l'évolution du marché. Donc tout un panorama de critères qui vont du coup déterminer l'accès d'une agence à ce fameux badge, qui est par ailleurs un argument marketing et conditionnant également l'entrée dans notre programme et donc l'arrivée d'un support en ma personne et mes anciens petits camarades qui vont donc, et alors voilà, j'en reviens à la question, qui vont donc axer le cœur de leurs interactions avec l'agence sur effectivement une relation avec la C-suite de l'agence en question. Donc effectivement, en fonction des agences, le founder, le CEO, le DG, en fonction de de la personne qui a à la fois le leadership stratégique et une manière soit directe, soit indirecte d'influencer l'opérationnel et donc de faire cascader tout ce qui est décidé sur le point de vue stratégique à l'année sur les principaux comptes et puis après, at scale, sur le reste du portefeuille. Donc vraiment, le cœur du job, c'est ça. C'est de construire cette relation de confiance avec les C-level des agences de son portfolio, de bien comprendre finalement leur stratégie, leur business model et leur business plan. Se dire, OK, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des agences pour la majorité dont le cœur de métier, le cœur d'expertise depuis toujours, c'est soit le SEO, soit le SIA. Donc, parler d'une relation, je dirais, c'est pas une relation lambda, tu vois. C'est pas un prestat parmi d'autres prestats Google pour ces agences-là. Généralement, c'est vraiment le cœur de l'expertise, le cœur du business, c'est les produits Google. Donc, c'est vraiment, si tu veux, un partenariat symbiotique. De fait, il n'est pas déconnant de se dire, toi, en tant que Googler, tu dois avoir la capacité d'écouter le BP de ton founder, de ton CEO, de ton MD, de dire, OK, bon, à 5 ans, c'est ça les objectifs business. Le portefeuille à date, il ressemble à ça. Concrètement, les opportunités business sur le portefeuille, c'est ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec de ces opportunités pour aller chercher ces fameuses ambitions au BP? Et basé sur tout ça, on crée des plans annuels ensemble. Et après, Alors, BP Business Plan, pour ceux qui nous écoutent. ouais, oui, il risque d'y avoir quelques acronymes. Déjà, depuis tout à l'heure, je fais quelques efforts un peu conscients pour pas trop en utiliser, mais globalement, il va y en avoir quelques-uns, donc n'hésite pas à me remettre des petits coups de bâton de mâche comme ça. Mais voilà, donc la collaboration s'articule autour de ces fameux BP. Et après, je dirais, le BP, c'est la partie intellectuellement satisfaisante et relativement facile à faire. Ouais. La vraie complexité derrière, c'est d'arriver à leverager de notre côté les équipes et faire en sorte que du côté agence de même, il y ait cette cheville qui fonctionne du BP vers des actions concrètes sur les clients, sur les comptes des clients, et que du coup, lorsque par exemple, je te donne un exemple pour être un peu concret, parce que là, les gens vont se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? C'est que lorsqu'on s'est dit, par exemple, OK, à date, on a un portefeuille où 97% du media spend qu'on gère, c'est du search, Mhm. on se rend compte que nos clients sont vachement présents sur le social, etc.,
On pourrait les amener aussi sur YouTube et les faire grandir avec YouTube. Et Oui. donc, par ailleurs, faire grandir le MRR de l'agence sur ces comptes-là. Maintenant qu'on s'est raconté ça, qu'on s'est dit on va faire plus de 20% sur YouTube, qu'on a identifié des clients sur lesquels on est sûr qu'il y a une opportunité, si on s'arrête là et que moi, de mon côté, j'envoie un mail aux account stratégistes et que de son côté, le MD, le CEO fait de même, voire ne fait rien, bah, il y a quand même de fortes chances que l'année d'après, on se reparle des mêmes choses, qu'on remette les mêmes chiffres dans le BP, qu'on mette les mêmes clients dans le BP, en se disant, bon, bah, l'année dernière, il ne s'est pas passé grand-chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc vraiment, cette cheville qui transforme la vision stratégique en exécution commerciale et derrière en exécution opérationnelle. Et je pense la partie la plus tricky, surtout sur les agences qui opèrent vraiment à scale, comme tu vois un AdsUp, un JV Web, les grosses agences du marché, où tu as des grosses équipes. Et donc fatalement, arriver à créer de la synergie entre la C-suite et puis les équipes, c'est Entre c'est la assez tête et le challengeant. corps. Ouais, c'est challengeant, bon, comme ça le serait dans n'importe quelle organisation en vrai, tu vois. Ouais. Mais, mais ouais, c'est à la fois, c'est très cool et challengeant. Et nous, de notre côté, on a si tu veux, la même mission. D'accord. On a énormément du coup, de sales. On les appelle sales, on les appelle AM, on les appelle consultants, c'est selon. On a du coup une armée de personnes qui derrière sont en gestion des comptes, Opérationnel. en gestion opérationnelle, effectivement. Et eux, il faut arriver à voilà, les mettre en relation avec la bonne personne dans l'agence, faire en sorte que chacun ait le même message sur ce dont on s'est plus ou moins accordé à faire dans le BP, avec la même timeline, les mêmes ambitions, et puis les mêmes KPI avec clients, bien entendu. Ouais. Ok. Et donc toi, quel était, on va dire, ton poste hiérarchique chez Google? Ok. Enfin, Qui était la deuxième comparé, partie de qui était la ouais, deuxième c'est partie de ça. ta question, effectivement. Euh, Bah, globalement, si tu veux, c'est un poste d'individual contributeur senior. Alors, je pense que personne n'a compris. Exactement. Et alors, si tu veux, c'est marrant parce que de base, j'allais même utiliser l'acronyme qui est Senior IC, Ok. histoire d'être encore plus dans, tu vois, la langue de bois et le jargon technique. Mais ce que ça veut dire globalement, c'est que ce n'est pas un rôle de people management. Ok. En fait, chez Google, ça fonctionne de manière un peu parallèle. Donc, tu as un management de facto. Tu as un management de facto sur la partie, je dirais, management opérationnel et globalement management du sales motion sur les équipes qui sont d'une manière ou d'une autre euh, impliquées dans ton portefeuille. Donc, tu vois, en l'occurrence, moi, tous les AS qui évoluent avec les clients de mes agences. Et en marge de ça, tu as des gens, donc des people managers, dont le job est spécifiquement de, tu vois, encadrer le plan de développement des Googlers, de s'assurer que les Googlers aient accès, tu vois, à des opportunités, qu'elles soient horizontales ou verticales au sein de l'organisation. Management RH, finalement. Ouais, management RH, si on veut, qu'on appelle chez nous people management. Ok. Et après, on arrive sur des rôles de leadership local avec, tu vois, une direction France, une direction machin. Donc moi, effectivement, il y a un manager, il y a un people manager qui encadre mon équipe. Hmm. Et ce people manager qui encadre mon équipe reporte à notre directrice France. D'accord. D'accord. Donc, tu es quand même très, très haut. J'aimerais te répondre oui. Ok. Je suis très très haut. Non, la vérité, c'est que si je dois te répondre de façon hyper triviale, sur l'échelle, je suis un tout petit peu au-dessus du milieu. D'accord. Mais Ok. l'échelle est genre vraiment grande. Ouais, Et c'est genre les ça. gens Il y qui a sont... tellement de grades, Ouais, ouais, etc. l'échelle est vraiment grande et les gens qui sont tout en haut de l'échelle, il y en a pas beaucoup et ils gagnent beaucoup d'argent. Bon, donc, Sans langue de bois, bon, on les connaît, hein, de toute façon, tu vois. Mais c'est marrant, t'as un outil interne, t'as un outil interne où t'as un peu façon Trombino, où t'as la bobine de tous les gens qui bossent, de toutes les personnes qui bossent chez Google. Donc tu vois, si on te dit, ah, tu devrais parler avec machin, tu tapes son identifiant dans notre intranet, ça te sort sa petite page et tout. Et en fait, chacun a un petit schéma de ok. reporting line, de lui jusqu'à Sundar Pichai. Son évolution interne. Non, 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 Même juste pas? tu vois Ok. vraiment la hiérarchie au-dessus. Ok. Donc, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'entre Sundar et moi, il y a genre 5 ou 6 personnes. Ah, c'est Ce qui est pas rigolo. beaucoup, ouais, ce qui est pas Oui. beaucoup en soi, tu vois. Sauf que quand tu arrives au-dessus des deux que j'ai déjà cités, bah, tu commences à arriver sur des personnes dont le scope est gargantuesque. D'accord. Bah, du coup, j'enchaîne avec cette question. Comment les carrières évoluent-elles au sein de Google? Encore une vaste question. Vaste question.
Déjà, peut-être pour donner une réponse un peu, une grande réponse à ça, je pense que Google fait partie de ces boîtes où si tu veux faire carrière et si tu veux globalement passer ta vie et faire carrière et que tu t'en donnes les moyens, euh, franchement, il y a pas meilleur endroit. Ok, Les opportunités sont là. Les opportunités sont là et les moyens mis à disposition pour te permettre d'aller chercher ces opportunités sont là aussi. d'accord. Euh, Est-ce que c'était plus facile avant? Et quand je dis avant, je dis pré-layoff de 2023, etc., etc. Ouais. Oui, sans doute. Est-ce que pour les gens compétents, et surtout j'insiste, qui ont envie, il reste suffisamment d'opportunités aujourd'hui? Oui, également, sans aucun doute. Alors, j'ai deux petites questions par rapport à tout ça. La première, j'ai l'impression que aujourd'hui, quand on veut travailler chez Google, bah, Dublin, c'est un peu la case obligatoire pour les 99% des personnes. J'ai l'impression que le bureau à Paris, bah, tu parlais des layoffs, bah, il reste plus grand monde. Et il y a une petite question par rapport à ça. J'ai entendu dire que sur ce layoff, certaines personnes ont touché plus de 100 000 euros de chèque départ, voire Le chèque plus, cadeau. bah, limite. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Alors, je ne sais pas si c'est pile poil 100 000 euros, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais on parle de montants, on va dire, assez importants Hmm, pour quitter leur poste sur Paris, en particulier Paris. hmm. Euh, D'abord, peut-être pour te répondre sur Dublin. Oui, plus Euh, simple. En fait, ouais, c'est la partie la plus simple de la question. En fait, c'est pas compliqué. Dublin, c'est la partie SMB et une partie des grands comptes, mais sur les postes plus juniors. Et Paris, c'est essentiellement grand compte. Je parle dans l'org ads. Ouais. J'exclus de facto la partie cloud. J'ai l'impression, bon, je Oui, pense on parle que que ads voilà. pour le coup, oui. On pourrait parler cloud aussi, mais j'avoue, j'ai un peu moins de, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, pour parler de la partie ads, euh, qui dit SMB dit Alors, généralement SMB, Small and précise. Medium Businesses. Voilà. Merci pour le coup de bâton. Donc, Small and Medium Businesses, ce qui dans le spectre Google veut vraiment dire very small et very big. Enfin, tu vois, il y a des annonceurs qui sont accompagnés à Dublin, tu vois, qui ont de pignon sur rue dans l'écosystème français. Enfin, tu vois vraiment des marques qui font partie du panorama France, Des grandes euh, marques, voilà. des grandes marques qui sont accompagnées à Dublin. Enfin, je veux dire, c'est D'ailleurs, il pas- y a une segmentation tiers 1, tiers 2, tiers 3. il n'y a pas de, non, il y a pas de segmentation de ce genre. Ok, Il y a des segmentations au sein des équipes, ok. encore une fois, qui ne sont pas secrètes. Généralement, effectivement, d'une équipe à l'autre, en fait, ce qui va se passer, c'est que les consultants, les account managers vont avoir des plus ou moins gros portefeuilles. Ceux qui accompagnent les plus gros clients ont des portefeuilles avec moins de clients. Ceux qui accompagnent les plus petits clients vont avoir plus de clients. C'est logique. Ouais. Euh, donc oui, de facto, si tu compares n'importe quoi, la MAF, les Furets, ce genre de gros annonceurs français avec, avec un gars, La petite start-up à Paris. ouais, une start-up, un entrepreneur qui gère des serruriers, des trucs comme ça, comme tu vois ce genre de plus petits annonceurs de la lead gen, bien entendu, ils vont pas avoir accès aux mêmes équipes, aux mêmes ressources. En même temps, c'est logique. Donc oui, il y a une forme de segmentation. Est-ce qu'elle est 100% linéaire basée sur le spend? Non, elle l'est pas. Ok. Il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Et au sein de, enfin, pendant mes 3 années chez Google, vraiment le message que j'ai toujours essayé de pousser, c'est faut pas voir la chose de manière manichéenne, genre Google c'est les grands méchants, de toute façon ils réfléchissent qu'en termes fiduciaires financiers. La réalité c'est que un vrai truc hyper primordial sur, tu vois, presque envie de dire l'envie et le fait que des ressources soient débloquées, hein, c'est la collaboration, enfin tu vois, c'est le mindset collaboratif. Je comprends. Tu es un annonceur ou une agence, tu collabores avec Google, tu sollicites Google, tu demandes des choses et en échange également tu donnes des choses. J'entends par là, collaborer avec Google, ça ne veut pas dire envoyer un mail pour demander des datas à la veille au soir d'une presse parce qu'il te manque un slide. Tu vois, c'est solliciter ton AM pour co-préparer la strat, co-préparer le deck, etc., On etc. travaille ensemble. Ouais, vraiment. Mais tu vois, je précise quand même pour que Oui, ce soit oui. clair. La réalité, c'est que s'il y a une question qui se pose entre un annonceur qui se peine un petit peu plus, mais avec laquelle on peut vraiment rien faire, un annonceur, soit parce qu'il est verrouillé par l'agence, soit juste parce qu'il n'a pas envie de collaborer avec nous, versus un annonceur, tu vois, qui est davantage dans la collab, mais qui se peine un petit peu moins, tu as quand même des chances que, en termes d'accompagnement, en termes de bande passante, de ressources, le second annonceur bénéficie davantage de son partnership avec Google que le premier. Ok. Donc pour revenir à ta question, dont je me suis pas mal éloigné, qui était Dublin. Bah ouais, de facto, Dublin, tu as davantage de gens qui sont plus juniors, donc il y a plus de gens. Enfin, tu sais, une organisation, c'est toujours un peu pyramidal. Ouais. Donc il y a toujours plus de gens sur les layers du bas. Donc qui dit plus de gens dit plus de postes, qui dit plus de postes dit plus d'opportunités.
Paris, tu as des gens plus seniors, de facto, il y en a moins. Et de facto, il y a moins d'opportunités. Enfin, tu vois, c'est aussi bête que ça. Ouais. Donc oui, c'est sûr que pour commencer une carrière chez Google, surtout dans les, je suppose, générations de gens qui composent la base de ton audimat, Dublin, c'est probablement la meilleure manière d'y arriver. Ouais. D'accord. Et par rapport au layoff Ah, ouais, d'accord. à Je l'avais Paris, en tête et je me demandais si tu allais revenir ou pas. Alors, en vrai, moi, je suis pas Googler parisien. déco. J'ai pas eu de, on m'a pas fait d'offre parce que j'étais pas concerné par ça. Ok. Donc, si tu veux, je vais pas commencer à dire oui, il y a eu des montants de X, des montants de Y, n'ayant pas moi-même été dans le cas de figure où. La réalité, c'est que, et ça encore, c'est de notoriété publique, des gens sont partis à Paris, mais la législation française est différente. Elle est très protectrice de l'employé. Les conditions dans lesquelles tu peux demander à quelqu'un de partir sont très encadrées, plus encadrées que dans d'autres endroits dans le monde. Là encore, a priori, je ne prends pas trop de risques en disant ça. Oui, oui. Et la réalité fait qu'effectivement, Google a dû agir un peu différemment, un peu spécifiquement pour la France, puisque tu ne peux pas simplement virer des gens. Le droit français est Voilà. intervenu, il y a eu voilà, des indemnités. Exactement. Exactement. Ok. Donc, tu vois, après, ça ouvre des conversations ad hoc avec les gens, et après, chacun a négocié ce qu'il avait à négocier. Au cas par cas. Et cas par cas, ouais. D'accord. Il y a un mot que tu as dit, tu as parlé de relations qui peuvent être verrouillées par l'agence. Mm. Alors, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que nous, côté agence, bon, voilà, ceux qui m'écoutent me connaissent, donc j'ai travaillé en agence, etc. Donc là, je pense aussi le match du SEA. SARL, c'est une agence. Et il y a souvent un débat côté agence, côté annonceur et côté Google. Il y a cette tripartite qui est assez compliquée, Ouais. des dynamiques qui peuvent être complètement différentes d'une agence et d'un annonceur à l'autre. Mm. Moi, par exemple, je ne vais pas citer, mais dans un très très bon groupe publicitaire, par exemple, on refusait de faire intervenir Google en disant bah, c'est pas eux qui décident, c'est nous qui décidons, c'est nous qui gérons, entre guillemets, avec une vision, j'ai envie de dire, voilà, profit pour l'agence, en Mhm. disant bon, bah, finalement, Google, on leur dit ce qu'ils doivent dire et basta. Mhm. Je sais que ça peut coincer énormément. Et un jour, une personne chez Google m'a dit mais en gros, Alexandre, j'avais une très bonne relation, donc voilà, on parlait ouvertement. Ouais. Et pour nous, Google, notre client, c'est pas l'agence, c'est l'annonceur. Donc, ils peuvent potentiellement bypasser l'agence pour pouvoir justement discuter avec le client Mm. et avancer sur certains sujets. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Bah toi, tu penses quoi de ce statement-là que tu viens de citer? Je pense que c'est délicat. Ouais. C'est très, très délicat. Ouais. Après, je le comprends. Ouais. Je le comprends parce que moi, j'ai toujours eu à cœur de bien faire mon travail. Et c'est vrai que je voulais souvent voilà, échanger avec Google. Pour moi, ce qui était essentiel, c'était pas que Google impose sa vision, sa manière de faire, Mhm. qu'on échangeait, qu'on se mettait d'accord, on a Ouais. trouvé des terrains d'entente. Ouais. Voilà, je te donne un exemple. Le Broad, est-ce qu'on doit l'activer ou pas? Mhm. Moi, je ne suis pas contre le Broad, mais je ne suis pas pour le Broad pour tout le monde non plus. Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a un Ouais. sujet. Alors qu'il y a des account managers ou account stratégistes, voilà, tu les appelleras comme tu veux, qui vont te dire bon, bah, il faut à tout prix le Broad sur tous les comptes, etc., et qui sont un peu fermés sur leur réflexion. Il y en a d'autres qui disent bon, bah, j'accepte ton point, on travaille ensemble. Bon, le Broad, ça peut attendre, mais par exemple, on sait quand même des demandes jeunes en retargeting, on peut essayer de Mm. travailler les audiences. Il y a quand même plein d'autres sujets, on peut travailler ensemble, même s'il y a Ouais. des points bloquants. Ouais. Soit, actons. Ouais. C'est l'agence qui porte aussi la responsabilité, entre guillemets, de la perf. Ça aussi, c'est pas Google. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, bon, je suis curieux d'avoir ton point de vue, mais pour le coup, Ouais. j'ai pas mal de choses aussi à répondre. Mais vas-y, continue. Donc, selon toi, c'est l'agence qui porte la responsabilité de la perf? Oui, parce que bah, si la perf n'est pas bonne, entre guillemets, il change d'agence. Mm. Un annonceur peut potentiellement réduire ses invests. Je parle des grands annonceurs, réduire leurs invests sur Google, non Ouais. pas les couper non plus. Ouais. Mais changer d'agence, tout à fait. Mm. Donc le drame est plus côté agence que Ouais. Google. En fait, ce que tu viens de dire là, je trouve, éclaire vachement bien le début de la conversation et va un peu me forcer à nuancer mon propos. Parce que tu as raison sur un truc, sur un fait qui est assez terrible dans cette relation à trois, c'est que l'agence, c'est la variable d'ajustement. Et si les perfs sont pas là, non, mais c'est vrai, si les perfs sont pas là, c'est effectivement plus facile de changer d'agence, avec des très grosses guillemets, parce qu'en réalité, c'est pas si simple que ça de Il y a des changer contrats, d'agence. etc. Mais Il y a voilà. des contrats, je veux dire, ça implique quand même opérationnellement, et puis en termes de coûts, en termes après d'onboarding, machin. Voilà, bon, ouais, c'est pas non plus aussi facile que de changer de chemise. Donc j'entends le point. Après, pour revenir à ce que tu disais, moi je suis désolé, je vais peut-être dire un truc un peu coup de poing, mais Google, c'est pas une non-profit. C'est pas une organisation
C'est pas une organisation à but non lucratif. Je suis choqué. Non, mais bon, enfin, tu vois, il y a un moment, il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. J'espère choquer personne en disant ça, blague Oui, à part. Mais la réalité, c'est que Google est avant tout là pour générer du revenu. ouais. Et la, la denrée qui est échangée, le cœur de l'échange marchand entre Google et un annonceur, c'est pas du service de la bande passante chez un account stratégiste avec ou sans agence. C'est du CPC ou de l'impression. Enfin, c'est du clic ou de l'impression, en vrai. Oui, la base de la base. Ouais. Non, mais tu vois, la base de la base, mais en fait, c'est pas la base de la base, c'est tout, en vrai. Tu payes un clic ou tu payes une impression. Tu vois, et à un moment, et ce que parfois on a du mal à, je trouve, hein, on a du mal à dire sans avoir un. Ce que Google a parfois du mal à rappeler, notamment aux agences et aux annonceurs. Et je comprends, parce que bon, historiquement, il y a toujours eu plus de support côté Google que dans d'autres régies. Il y a beaucoup effectivement d'annonceurs qui sont habitués à un niveau de service, d'agences qui sont habituées à un niveau de service. Et en vrai, c'est génial, parce que c'est bien et c'est fondamental, c'est fondamentalement bien. Et quand je dis bien, j'entends vertueux d'avoir des gens qui sont là pour faire la transition, pour faire un peu le lien entre Google, entre les nouvelles solutions, les bêtas, l'expertise et des annonceurs qui n'ont peut-être pas d'agence, voire même avec des agences. Mais à la fin de la journée, si tu enlèves tout ça, l'échange marchand, il repose sur des clics et des impressions. Donc moi, je trouve que tu vois, une fois qu'on s'est raconté ça, le côté ouais, mais Google, il devrait jamais contacter mon client, bah en vrai, Google, s'ils veulent contacter le client, je trouve qu'ils sont legit pour le faire. Le client décide de payer des clics chez Google, le client décide de payer des impressions chez Google. De facto, le client est, si tu veux, client de Google. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, si le client, dans sa relation avec son agence, leur dit, moi, je ne veux pas collaborer en direct avec Google, votre scope, c'est de Oui, faire le filtre entre les deux. Là, de toute façon, si Google contacte le client, il va se passer quoi? Le client va pas répondre. Ou il va dire, non, j'ai rien à te dire, machin. Donc là, j'ai répondu à la question de manière un peu triviale. Maintenant, si j'y réponds peut-être de façon un peu plus intéressante, de mon expérience, tu as tellement plus à gagner à collaborer avec Google que à la jouer en mode, tu vois, frontal, opposition, etc., etc. Et quand je dis à gagner à, je le dis vraiment pas de manière basse du front, genre, tu vois, c'est vraiment dans le sens où il y a tellement de ressources, il y a tellement d'updates, il y a tellement de bêta, il y a de la tellement, doc, du support, de la data. il y a tellement de trucs, il y a tellement de trucs. Enfin, si moi demain j'étais entrepreneur, mais ou si moi demain j'étais patron d'agence, on sait jamais. Franchement, mais je n'hésiterai pas une seconde à vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier un maximum de la manne d'intelligence, d'insight, de data, de features produits, de tout que Google peut apporter lorsque ben, il y a une collaboration qui fonctionne bien. Enfin, c'est incroyable le degré et la profondeur des ressources auxquelles tu peux avoir accès. Et par Vraiment. exemple, parce que les personnes qui nous écoutent, ils doivent Bah, s'imaginer des trucs improbables. non, mais Tu tu aurais vois, deux, trois trucs. déjà l'accès aux data. Alors, Euh, précisons les data. Bah, tu vois, typiquement, c'est toutes les datas qui émanent du search. Aujourd'hui, tu es assis sur le search. Tu es capable, concrètement, de fournir des datas à la fois sur l'offre et sur la demande qui se rencontrent sur la plateforme Google Recherche. Donc, pour un annonceur ou pour une agence, avoir la capacité de mesurer des tendances de demande sur des temps courts et ou sur des temps longs, sur une verticale parmi une autre, sur une verticale versus une autre, et de venir superposer ça à des tendances de pression concurrentielle sur cette même verticale, moi je m'excuse, mais moi j'ai bossé en agence 8 ans, on avait des gens en planning, mais qui auraient tué pour avoir ce. Pardon, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais j'ai des gens vraiment au planning qui vraiment auraient fait des choses inavouables pour avoir accès à ce degré de granularité Ok. dans la data. Après, tu peux commencer à les regarder, je te dis n'importe quoi, la même chose sur YouTube. Parce que c'est un peu ça aussi la force de Google, c'est l'écosystème. Tu as la capacité de dire, OK, les annonceurs sur cette verticale, globalement, voilà comment ils vont aller ventiler leur spend sur les différents étages du funnel qui correspondent à des solutions YouTube. Enfin, je veux dire, ce que ça permet d'apporter en termes d'intelligence dans une stratégie d'acquisition ou une stratégie média globalement, je trouve ça incroyable. Ensuite, tu as toutes les bêtas auxquelles techniquement, tu n'as pas accès si tu n'es Ah pas, oui. si t'es pas dans les petits Pour papiers. alpha même. Ouais. Enfin, tu vois, ouais, ok, très bien, au bout d'un moment. Mais tu n'auras jamais accès à une alpha si tu n'es pas soit une agence du programme partenaire, soit un client mappé et avec un bon relationship avec ton AM. Ouais. Ok. Moi, maintenant, je vais commencer à te poser des questions un peu plus
dérangeante. Ah, t'avais pas commencé encore? Non, ça c'était du Mince. ultra soft. Bon, on y va. Alors, je pense qu'on va commencer par ça. Y a-t-il des bonus ou des primes liées à la performance? Quand je parle de performance, j'entends intégration de nouveaux produits, Pmax, Broadmatch, à l'époque ça peut être le Smart Bidding, le suivi d'OptiScore, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y avait des primes? Est-ce que les account managers, account stratégistes, ou même toi à ton niveau, est-ce que tu avais des primes financières, des primes d'opportunité? Par exemple, au bout de 10 points, 20 points, tu peux avoir une promotion. Ou comment voilà, ça se concrétise? Alors, c'est plus compliqué que 10 points, tu as une promotion. Ok, Ouais, c'est un peu moins gamifié que ça. Hem, les sujets des packages, des REM, et cetera, bon, tu le sais, c'est un peu terminé, en termes de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire étant Googler ou même en étant Xoogler. Ce que je peux te dire de toute façon, c'est que il y a pas de secret autour du fait que, la structure des comptes, suit un modèle qu'on appelle, sales, donc avec un pourcentage de la REM qui est, effectivement du variable basé sur performance. ok, donc il y a un fixe et un variable déjà. Il y a un fixe et un variable. Cependant, à ma connaissance, en tout cas et dans tous les métiers qui sont connexes à celui que je faisais, il n'y a pas, si tu veux, une élasticité directe entre de l'adoption de solutions et ton bonus. Si je te le dis autrement, il n'y a pas genre, parce que j'ai mis du smart bidding, je vais toucher une prime de X, Y, Z. Ok, Voilà. Donc le fonctionnement est un petit peu différent. Il est, je trouve, plus vertueux que ça dans l'optique de se dire euh, ça doit bénéficier aux Googlers, à Google, mais aussi aux annonceurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mathématiques, de comment ça fonctionne. mais le principe, Bah, le principe, c'est juste que c'est un agrégat de choses ok, qui conditionne ton variable et que la manière dont l'agrégat est calculé euh, est généralement fait pour diriger les équipes vers la mise en place de vraies best practices. d'accord. Voilà. Donc si je te dis les choses autrement avec un exemple, tu n'aurais pas fait 340% de bonus juste en mettant du AAR sur tous tes comptes, quitte à tous les planter. C'est pas ça n'aura jamais été dans ton intérêt parce que la nature du calcul fait que ça fonctionne pas comme ça. Oui, parce que j'imagine qu'il doit aussi y avoir une croissance sur les spends du compte, etc. Donc si tu mets des best practices qui ne fonctionnent pas ou voilà, et que les invests diminuent, du coup, tu as aussi un impact négatif, T'es perdant, j'imagine. ouais, à la fin. Ouais. Ok. Ok, bah écoute, première réponse qui Ok. commence à nous éclairer par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés spécifiquement pour promouvoir des produits particuliers, Pmax, GA4 ou les campagnes automatisées? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des... Par exemple, GA4, est-ce que vous avez une relation directe avec GA4 ou pas? Non. Ok. Ça, c'était la question facile. Ouais. Non, 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 non. Cependant, bon, ça a échappé, je pense, à personne sur le marché. Le lancement de GA4 a été assez, c'était assez rock'n'roll. Ouais. Il a fallu équiper tout le monde très vite avant le sunset du A360, du A360, pardon, de GA3. Donc de facto, on s'est retrouvé à devoir parler de GA4 à un moment T qui correspondait à cette migration, que je dise pas de bêtises, en 2023. C'est en 2023? Ouais, c'est en 2023. Sorti de ça, c'est un sujet dont on... On parle plus. Non, 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 on reçoit des sollicitations. Ok. Bah, tu vois, tu as un account manager Google, tu as une problématique GA4, tu vas évidemment lui poser la question. La réalité, c'est que ça fait pas partie du cœur des solutions dont on parle. Donc, tu as des gens qui ont on va dire que les équipes ont des degrés d'expertise assez larges sur ce sujet-là. Moi, typiquement, GA4, je suis vraiment pas du tout expert. Ouais. Je, généralement, je suis assez embêté lorsqu'on, je le dis avec toute l'honnêteté du monde, je suis assez embêté lorsqu'on vient me solliciter sur des problématiques techniques ou voire d'usage sur GA4. Ok. Simplement parce que c'est pas un sujet sur lequel j'ai été traîné, parce qu'encore une fois, ça fait pas partie du cœur d'expertise de mon équipe. Après, encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a accès à une manne de ressources, que ce soit de la ressource dure ou de personnes. Donc, si tu es en bonne relation avec ton AM et que tu lui poses une question GA4, il aura probablement envie de t'aider, de te trouver la bonne personne. Si tu l'as envoyé bouler le reste de l'année et que tu viens juste le chercher parce que tu as un reporting qui fonctionne plus, il y a des chances qu'il te dise qu'il sait pas faire. Bref, petite digression pour amener encore un peu plus d'eau à mon moulin.
Et ensuite, sur la première partie de ta question, oui. De toute façon, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt à se raconter des cracks. D'ailleurs, on le voit bien lorsqu'on est, je pense, annonceur ou agence, de par la récurrence des sujets qui sont mis en avant. Après, tout ça, c'est pas fait juste pour être en kikidant. La réalité, c'est que les solutions qui sont mises en avant par les équipes Google sont les solutions que Google considère les plus performantes, pour les plus efficaces pour apporter de la performance aux annonceurs dans l'écosystème Google, prenant en considération la manière dont les utilisateurs, donc les clients, les prospects potentiels, se servent en front-end de ces mêmes solutions. Je te prends un exemple. Tu as l'arrivée d'AI Overview, aperçu IA en Oui. français, sur la SERP, sur donc la page de résultats de recherche, où tu as des gens qui vont rentrer dans un nouvel usage. Et d'ailleurs, on avait un peu tendance à dire au début, oh, c'est 1% du trafic aux US. La réalité, c'est que les chiffres commencent quand même à te montrer que c'est un usage qui prend, en tout cas aux US. Tu peux pas aujourd'hui te dire, ah, mais avec 10%, je dis n'importe quoi, de trafic qui va émaner d'une expérience conversationnelle avec l'IA, tu peux pas par ailleurs te dire, ah ben moi, le broad match, je veux pas en entendre parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc la raison pour laquelle Google plébiscite le broad match depuis aussi longtemps, c'est parce que derrière se cache un usage des utilisateurs sur la SERP, la page de résultats, où on se rend bien compte que sémantiquement, le mot-clé seul ne suffit plus à capter toute la demande. Juste, je rebondis pour toi. Donc, il y a une relation directe demain entre faire de la pub sur l'IA Overview et le broad match. Bien sûr. D'accord. Parce que j'avais vu une technologie keywordless. Je n'avais pas très bien compris qu'il y avait le broad inclus. Alors, puisqu'on est spécifique, tu as tout à fait raison. Une des grosses releases du GML, Google Marketing Ads de cette année, c'est AI Max, qui est effectivement une feature pour le search keywordless. Mais pour les annonceurs qui ne vont pas souhaiter tout de suite aller sur le keywordless, ou qui, au sein de leur structure de compte, vont avoir, si tu veux, des campagnes qui se prêtent à d'utilisation keywordless plus large, d'autres s'y prêtant un petit peu moins, le broad reste la solution, en tout cas si on se borne à l'aspect sémantique, qui fait le plus de sens par rapport à l'usage qui va être fait dans le cadre AI Overview de la SERP. D'accord. Bah, c'est des questions qui n'étaient pas nécessairement prévues. Et donc, de ce que j'ai compris, cela inclut également PMax. AI Max Non, PMax, Performance Max, Ouais. pourra puber justement sur cet inventaire-là. Parce que c'est aussi Alors, une c'est pas un techno nouvel keywordless. inventaire. Ah, tu veux dire sur AI Overview? Oui, c'est ça. Alors, AI Overview, pour le coup, tu pourras servir sur AI Overview via Search, PMax, Shopping. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée d'un point de vue typologie de campagne pour accéder à l'inventaire. La vraie question, en revanche, c'est comment est-ce que tu fais pour être considéré pertinent pour servir Sur ces inventaires. sur cet inventaire-là. Et en vrai, on l'appelle inventaire. Je ne sais même pas si on doit parler inventaire ou placement, en vrai. C'est la même chose, mais dans l'absolu. Mais Bah, bon, voilà. l'inventaire, en soi, c'est l'inventaire search. Oui. Bref, tu as raison, là, on est en train de se faire un nœud pour pas grand-chose. Mais mon point, c'est plus, et la question que devraient se poser les annonceurs aujourd'hui, et le broad, vraiment, pour moi, c'est un super bon exemple de pourquoi Google plébiscite des solutions, même quand parfois le marché a envie de dire, ah, mais c'est juste pour faire plus d'argent. C'est parce que en vrai, enfin, tu vois bien, si tu te sers de Gemini, tu te sers de ChatGPT, de Claude, peu importe, enfin, sémantiquement, tu rentres dans des suites de mots qui ont rien à voir avec les recherches à l'ancienne sur Google où tu mettais 2 keywords. Ouais. Là, tu es dans un truc beaucoup plus long, tu fais des phrases complètes, tu peux prendre des chemins de traverse, etc., etc. Donc la question, encore une fois, n'est pas tant de savoir quelle typologie de campagne utiliser, mais plutôt dans ces campagnes-là, quel setting mettre en place pour servir efficacement sur ce placement-là. Et oui, Broad aujourd'hui est C'est déjà... l'intention, oui. Bah ouais. Et même dans le contexte où, pas plus tard que ce matin de mémoire, j'entendais parler de cette stat, les recherches de 5 mots et plus, je crois, sont en augmentation, je crois, 5 fois plus vite que les recherches courtes. Ouais. Ça veut dire que même si tu décides de dismiss AI Overview ou aperçu IA, et que tu te concentres sur la page de résultats entre guillemets tradis, bah de toute façon, les gens, ils tapent des trucs de plus en plus longs qui, du coup, de facto, rendent de plus en plus compliqué, tu vois, le job de quelqu'un qui veut faire que du phrase ou de l'exact. Et le broad a toujours été positionné comme ça. D'accord. Ok. Donc ouais, ça part de l'usage du user. Et derrière, les solutions ads sont ingénierées
Servir. en conséquence, ouais. Ok. Ok, bah top. Question plus sympa, ou pas d'ailleurs. C'est un peu la question culture et ambiance interne. Ok, Donc, bon, bah, quelle est l'ambiance générale chez Google Ads? Alors déjà, on dit chez Google ou chez Google Ads? chez Google. Ok. Bienveillance, stress, excellence, compétition. On est sur quelle grosse dynamique? Par exemple, dans les grandes agences, c'est souvent, soyons honnêtes, Ouais, ultra compétitif, les postes à prendre sont rares, etc. Donc c'est quand même un milieu, on va dire, assez dur, le monde des grandes agences. ouais. Comment c'est chez Google? Euh, Non, c'est pas une question difficile parce que pour le coup, vraiment, la réponse de fond, c'est que c'est une super culture, une super ambiance. Ok. Pour répondre vraiment, là encore, de manière un peu triviale, mais de façon vraiment honnête. Euh, je veux pas faire de trop grosses généralités parce que je suis sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un cas particulier, mais euh, pour avoir vécu l'ambiance agence pendant 8 ans et je sais pas si je l'évoquais tout à l'heure, mais me préparer, euh, me préparer à un retour dans l'environnement agence pour ma prochaine aventure professionnelle, la réalité, c'est que ces moments de crunch, ces moments de pression un peu intense, qu'elles soient exogènes via un client un peu toxique, qu'elles soient endogènes via une équipe, un management un peu toxique en agence, ça peut arriver. Bon, on connaît tous ces histoires. Moi, j'avoue, j'ai eu une expérience relativement ok, mais bon, on connaît tous quelqu'un qui, à minima, connaît quelqu'un qui a eu une expérience un peu relou. Franchement, chez Google, c'est à des années-lumière de ça. Ok. La bienveillance, c'est le mot d'ordre. J'évoquais la googliness tout à l'heure. La googliness, par défaut, c'est vraiment, euh, si tu veux, une attitude qui est ancrée dans la bienveillance. Ok. On a envie, mais qui en même, mais tu vois, c'est pas forcément, ça veut pas nécessairement dire qu'on ne recherche pas l'excellence. Ça veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas exigeant vis-à-vis des équipes. Au contraire, tu arrives chez Google, il faut délivrer. Ok. Il faut délivrer. On en parlait tout à l'heure, tu as des OKR et c'est data-driven. Ok. Et bah ouais, T'as tu quoi vois. comme OKR? On en parlait déjà tout à l'heure, donc tu ne rentrerai pas davantage dans le détail. Tu essaies de m'avoir en passant par la backdoor. Mais voilà, de toute façon, je pense que le marché a déjà suffisamment de réponses pour que j'ai pas besoin de les apporter spécifiquement, en plus de ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Ok. Mais la réalité, et qui répond à ta question, c'est que tout ça, c'est data-driven. C'est des chiffres. Google, par Oui, oui. définition, c'est data-driven. C'est une bonne ingénierie. Exactement. Et tu vois, du coup, tu peux pas te cacher. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Les objectifs sont ce qu'ils sont. Donc, il faut délivrer. Mais les moyens te seront toujours donnés de... Pour que tu puisses les Ouais, atteindre. absolument. Ok. Et donc les objectifs sont donc très souvent atteignables. D'après de ce que tu me dis, oui. Ou des fois, c'est plus complexe. Potentiellement, ils savent que c'est pas nécessairement atteignable, mais tu dis, bah vas-y. Euh, le mot d'ordre, c'est d'être ambitieux. Ok. Euh, Vraiment, ça fait partie de la manière dont on à tout niveau, on drive l'attitude des Googlers. C'est qu'il faut être ambitieux dans ce qu'on fait. On bosse chez Google, on bosse pas n'importe où. Donc il faut être ambitieux sur la qualité de ce qu'on apporte à nos annonceurs et à nos partenaires. Parce qu'encore une fois, tu t'appelles Google, tu fais une connerie, tu Ouais. vois, ça se voit tout de suite. Et c'est tout de suite un vrai problème. Donc il faut être ambitieux sur voilà, ses propres exigences, j'ai envie de dire qualitatives. Et il faut aussi être ambitieux sur la partie quanti, donc sur ce qu'on va chercher. Et ça se traduit effectivement dans les objectifs que tu vas avoir. Oui, certes, souvent, on est très ambitieux chez Google d'un point de vue de ce qu'on veut aller chercher en performance business. Mais bon, tu vois les solutions Google. Enfin, je veux dire, c'est tellement puissant, c'est normal d'être ambitieux. Ce serait complaisant et franchement du gâchis que de ne pas l'être quand tu as YouTube avec tout ce que ça implique en termes de possibilités, quand tu as le search, quand tu as Gemini, quand tu as tous ces assets technologiques incroyables, ces carrefours d'audience, tu peux pas ne pas être ambitieux. D'accord. Et je vais répondre à ta question. Ouais. Euh, Bienveillance, ce que ça implique également, c'est que si tu te donnes à fond, que tu es ambitieux, que tu fais les choses bien, alors oui, parfois il va y avoir des misses sur tes targets, sur tes Objectif. objectifs, mais les choses sont faites pour que si jamais tu fais le boulot, ce soit faire. Ok. Je comprends.
Moi, je pense que très personnellement, là où ça pourrait coincer si demain je devais travailler chez Google, parce que moi j'aime bien parler vrai, Mmh. être direct, c'est aussi un peu ma marque de fabrique et c'est aussi pourquoi aujourd'hui je pense que j'ai lancé mon activité. Mais c'est un peu cette partie, alors peut-être je dis des bêtises, hein, mais un peu politiquement correct. Ouais, Peut-être en interne, peut-être trop, en fait, c'est ce que je me dis, ouais. sachant que de ce qu'on peut voir des États-Unis, est-ce que ça se reflète aussi dans le management européen? Mmh. Est-ce qu'on peut vraiment être direct? Est-ce qu'on peut parler vrai? Est-ce que voilà, il y a des sujets, des mots qui sont interdits alors que en France, limite, on les utilise tous les jours? Je sais pas si tu as... Je pense que tu mets le doigt sur un truc. Ok, Je pense qu'effectivement, sur un certain nombre de choses, Google en fait peut-être un peu trop. Je pense qu'en y arrivant, je m'étais aussi dit que sous certains aspects, c'était too much et que c'était davantage contre-productif. Tu raison, hein, je pense que tu prends probablement des exemples, pas complètement au hasard. Tu vois, sur le choix de certains mots, tu as un peu envie de dire, en fait, dans la vraie vie, les gens se formalisent pas sur ça. Donc c'est peut-être pas la peine d'autant se prendre le chou sur quel mot, par une exemple? terminologie ou une autre. Bah, franchement, j'ai pas d'exemple. En fait, j'ai pas d'exemple gris en tête parce qu'il y a enfin, tu vois, les exemples que j'ai là, que j'ai, euh, que j'ai dans le radar, ils sont évidents. Genre, tu vois, et les blagues que tu entends parfois, tu vois, en charrette à 22h30 en agence, Oui, tu les évites, ouais, tu vois. Mais la réalité, c'est que t'as pas besoin tu vois, hyper humaniste et éveillé dans ton esprit pour te rendre compte que techniquement, ces genres de blagues n'ont pas leur place dans le milieu professionnel. J'essaie de trouver des exemples vraiment dans la zone un peu grise. J'en ai pas là comme ça, mais si tu veux, dans la manière de délivrer un feedback, par exemple, oui, parfois on va te demander, tu vois, à la fois dans la structure et dans le choix des mots, de faire vachement attention. Là où tu as parfois un peu envie de dire, ouais, mais moi je suis juste là pour donner un feedback à quelqu'un qui pourrait mieux faire. Enfin, si cette personne, bah, tu vois, est dans le moule de tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, tu vois, cette recherche de l'excellence, d'avoir envie de faire toujours mieux pour son client et pour soi-même, bah, cette personne ne va pas se formaliser parce que je lui fais un retour sur quelque chose qui, objectivement, pourrait avoir été mieux fait. Ça, tu vois, c'est un cas de Bon, figure. je pense qu'on peut le dire effectivement de manière sympa, mais sympa direct. On n'est pas obligé de Ouais, prendre des t'es pas obligé de. gants. Et surtout pour te dire un truc que t'as mal fait, tu Oui. devrais pas être obligé de te dire un truc que t'as bien fait, tu vois, par exemple. Ah, ouais, ok, il Par faut exemple, compenser par exemple. ce Ok, genre de truc, ouais. tu vois, voilà, parce que pour être un peu quand même, pour une fois depuis le début de la conversation, pour être un peu spécifique. Mais, même si j'en ai pas mal râlé, je pense que, en vrai, il vaut mieux faire trop que pas assez, tu vois, dans toutes ces mesures, dans tous ces garde-fous que tu mets en interne. Ouais, Euh, je pense qu'il vaut mieux être trop prudent que pas assez prudent. Et je pense que au long terme, c'est probablement Google et les boîtes qui sont comme Google qui font le bon choix. d'accord. Bon, en même temps, il y a aussi des différences d'échelle dans le sens où tu t'appelles Google, tu as 10 000 employés, tu as une agence où il y a 50 employés, c'est pas nécessairement, on va dire, le même C'est management, sûr. la même pression. Et comme tu l'as dit, quand Google dit quelque chose, ça se voit. Donc oui, ça peut s'entendre sur certains niveaux d'entreprise. Ouais, et franchement, pour parler de mon expérience perso, Ouais. je disais tout à l'heure, moi j'ai eu, tout à l'heure, pardon, j'ai eu une expérience en agence assez, enfin, de ma vie en agence assez OK. Mhm. Euh, On a le droit, je te rassure. ouais, franchement, j'ai eu une expérience assez OK. J'ai À appris beaucoup de Singapour choses. d'ailleurs, hein, c'est ça? À Singapour, à Paris, Mm. j'ai eu une expérience vraiment, vraiment OK. J'ai jamais eu de problématique, tu vois, euh, où vraiment, tu vois, mon bien-être était impacté par ma Ok. vie au taf. Mais j'ai été témoin, si tu veux, de modèles de management davantage plutôt dans le tyrannique. Et j'emploie le terme tyrannique dans ce qui veut dire dans le dico, pas, tu vois, dans l'expression consacrée où tu penses tout de suite à quelqu'un de vraiment atroce, mais plus dans la manière de faire où tu imposes des choses parce que tu es le boss, Oui. plutôt que parce que tu es un leader. J'ai été témoin de ce genre de management. Je sais que globalement, j'ai été témoin du fait que sur certaines personnalités, ça marchait très bien, et que sur d'autres personnalités, ça marchait un peu moins bien. Tu vois, ne serait-ce que parce que bah, y a des personnes qui ont du mal à s'épanouir et à donner le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles ont cette impression d'être squeezées un peu trop, Pas avoir le choix. pas avoir le choix, et puis tu vois, de pas avoir le droit, enfin, de pas avoir voix au chapitre, en Ouais. fait. Et,
Et chez Google, j'ai été du coup témoin de ce mode de management complètement différent, où en réalité, il n'y a aucun boss, il n'y a que des leaders, et où donc, tu vois, les choses sont vraiment, tu vois, c'est du leadership par l'exemple, c'est du leadership, comme j'évoquais, parfois très soft, tu vois, où il faut vraiment étayer le pourquoi d'un feedback, etc., etc. Bon, la vérité, c'est que j'ai quand même été témoin de pas mal de cas de figure dans lesquels j'ai vu des personnes qui étaient un peu genre low performer, qui, bah, à mon avis, si on les avait mises, tu vois, la cocotte minute agence, aurait probablement, tu vois, ça serait effrité et tiolé et serait resté au mieux au même niveau de performance Ou implosé. ou implosé, ouais, parce que voilà, c'est des choses qui arrivent en agence malheureusement. Et puis dans d'autres orgs, parce que là, du coup, on tape sur les agences, mais en Oui, fait, bon, moi, voilà, c'est un niveau de pression. qui est différent. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. La réalité, c'est que bah, aujourd'hui, moi, je suis convaincu que le modèle de management et de leadership à la Google est celui qui fonctionne le mieux dans le plus large cas de figure. Dans un cas généraliste. Ouais. Ok. Ah, c'est rigolo parce que moi j'ai toujours. C'est intéressant parce on aurait pu croire qu'au contraire chez Google c'est un peu bah, c'est les ordres que vous faites et si vous n'êtes pas content dehors. Bon là tu dis que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Bah, en fait, c'est marrant, Les deux. ouais, c'est un peu schizophrénique en fait, parce que la boîte, elle fonctionne comme ça. Ok. Enfin, attends, Ouais. Alphabet, c'est un petit État, hein. Tu vois, c'est le PIB d'un petit État. Enfin, c'est un délire quand tu te dis ça quand même, mais fatalement, je disais avoir voix au chapitre, mais quand il est question de réorg, quand il est question de décision stratégique, enfin, c'est des trucs qui tombent, ça tombe d'une sphère de gens, tu vois, auxquels tu auras objectivement jamais accès. Mais dans le management de proximité que tu as dans tes équipes, c'est complètement différent. Mais en vrai, c'est ça qui te permet de grandir, tu vois. Ouais. C'est pas parce que Maurice Lévy ou Arthur Sadoun t'invitent à une visioconf où ils présentent le BP de Publicis pour l'année prochaine que tu vas avoir l'impression que c'est ton day-to-day avec ton manager ou avec ton N+2 que se trouvent vraiment les gains, tu vois, que tu vas pouvoir... Dans la routine, oui. bah ouais, tu vois, clairement. Bah, écoute, si on reprend un peu cette partie expérience, que ce soit à Paris, Dublin Mm. ou Singapour. Alors, toi, si je dis pas de bêtises, je te connais, tu te balades, on dirait entre guillemets, énormément. Souvent, je t'appelle, t'es à Singapour ou à Dublin. J'ai l'impression que c'était deux lieux de présence Ouais. voilà, quand tu étais chez Google. Est-ce que déjà, c'est ultra différent entre bah, Paris, Dublin et Singapour? Est-ce que c'est des profils qui sont recrutés qui sont complètement différents ou pas? Est-ce que les locaux sont similaires ou est-ce qu'il y a des dingueries? Voilà, comment ça se passe? Et est-ce que c'est facile de changer entre guillemets de pays? Mm. Très bonne question. Alors moi, mon bureau officiel, c'est Dublin. Ok. Donc peut-être juste pour expliciter pour les gens qui regardent, parce que bon, nous on se connaît, donc toi tu sais, mais tout le monde ne sait pas forcément. Moi je suis basé à Dublin, donc depuis 3 ans je suis basé à Dublin. Je viens à Paris une fois par quarter ou 2 fois par quarter pour faire un peu ma tournée des popotes, rencontrer mes agences, organiser des événements. Pardon, je venais une fois par quarter. Tu vas y On va y arriver. arriver, oui, c'est juste que c'est très frais, le hasard calendaire. Je venais donc à Paris, pardon, pour rencontrer un petit peu mes différentes agences, organiser des événements, éventuellement participer à un pitch, une présentation avec un client et mon agence en mode tripartite, comme tu évoquais. Et moi, j'ai attaché à Singapour de par mon expérience, comme je l'ai déjà évoqué, comme on en a déjà discuté. Ma femme est de là-bas. Et ma femme a redéménagé à Singapour récemment, ce qui explique, entre autres, le fait que j'ai quitté Google et que je vais rejoindre une agence, que je vais avoir la chance de rejoindre une nouvelle agence euh, à Singapour. D'accord. Donc voilà pour expliciter un petit peu. Et oui, effectivement, ces derniers mois, ma femme étant là-bas, j'ai fait pas mal de flex office à Singapour pour avoir quand même la chance de passer un maximum de temps avec ma chère et tendre, qui me manquait énormément. Singapour-Dublin, c'est quand même un sacré commute. Bah, j'espère que ta femme nous écoute. Belle déclaration d'amour. Ouais, ouais, bah, elle parle pas français, donc si tu veux, ça va être parfait. Elle va, au pire du pire, elle regardera Alexandre Love You, et voilà, puis c'est fait. voilà, merci. Et puis elle saura pas. Non, mais sinon, on utilisera Gemini on utilisera Pour la Gemini trad. pour mettre des sous-titres. Ok. Non, blague à part. Donc voilà un peu pour bien comprendre le cadre. Euh, c'est, si tu veux, par design des bureaux qui sont différents. Ok. J'ai déjà évoqué la différence d'un point de vue business entre Dublin et Paris,
grands comptes et small medium businesses. Dublin, par ailleurs, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est le hub pour toute la région IMIA, donc Alors, MIA, vas-y. Europe, Middle East, Africa. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les équipes SMB, Small Medium Businesses, mais je l'ai déjà. C'est bon. Donc, c'est bon, normalement. De tous les marchés de cette région sont basés à Dublin. Donc, Dublin, de facto, c'est énorme. Tu vois, je crois, comme ça, de tête, qu'il y a 7000 Googlers sur le campus de Dublin. Mais effectivement. À Paris, il y a que des gens qui gèrent la France. Ouais. Il y a quelques gens de quelques orgues qui ont des missions, je dirais, régionales qui sont basées à Paris, notamment côté Arts and Culture, Donc, côté Cloud, côté IA. Mais c'est, tu vois, quelques dizaines. À Dublin, encore une fois, on se parle de milliers de personnes. Donc, à partir de là, d'ailleurs, d'ores et déjà, tu as une partie de ta réponse. Ouais. Oui, les bureaux sont plus gros, donc il y a plus de diversité dans, tu vois, les perks que tu as, que ce soit... les perks. Alors, les perks, tu vas avoir les avantages que tu vas Ah, faut avoir. le définir. Bah, tu vas avoir le catering. Tu vois ton déj, ton petit déj, ton truc, ton machin. Qui est offert par Google. Qui est offert par la boîte. Les perks, c'est les avantages. Voilà, pour les perks, ce sont les avantages, effectivement, en nature que tu as. Et entre autres, il y a donc le fait de pouvoir manger, tu vois, dans un certain nombre de restaurants d'entreprise. Ça a l'air. Je suis sûr que pour les gens qui m'écoutent comme ça, vont se dire, attends, ce gars-là, il bat du front comme pas possible. La réalité, c'est que, quelle que soit la manière dont tu veux voir la chose, qu'elle soit purement économique, de praticité ou juste de bien-être, c'est un truc de ouf. Ça change tout. Et il y a des salles de sport, salles de yoga. Il y a des salles de tu peux faire sport, ton il y a linge. une piscine de 25 mètres à Dublin. Mais il faut voir la chose. En fait, il faut voir l'échelle du truc. Tu vois, quand tu as des locaux dans lesquels tu peux mettre 7000 personnes, Ouais. et que par ailleurs, vraiment au sein de la culture Google, il y a cette idée du lieu de travail qui est plus qu'un lieu de travail, Ok. bah, c'est sûr que quand tu as autant de personnes que ça, bah, ça te permet, tu vois, de scaler, de mettre à l'échelle ce que tu peux offrir aux gens. Donc à Paris, il y a un peu moins de choses de ce genre-là, parce que c'est un plus petit bureau. Ok. Mais pour autant, c'est un bureau qui est très central. Il a son intérêt. Hein. Où il fait très bon vivre, voilà, pour le dire très clairement. J'ai organisé souvent des événements avec les agences de mon portefeuille. Et tu vois, ça fait toujours plaisir, que ce soit du CMO jusqu'au responsable d'acquisition côté client. Ça fait toujours son petit effet, la cour chez Google, etc. etc. C'est un super outil, en quelque sorte, tu vois, cet asset immobilier de Google dans le centre de Paris. Le bureau de Singapour est assez étonnant aussi, parce que pour le coup, Singapour est également, à la manière de Dublin pour IMIA, Singapour est un hub pour APAC, Asia-Pacifique. C'est fat. Hein. Ouais, c'est fat. C'est un peu moins fat que Dublin parce que, je dirais, il y a davantage d'équipes qui travaillent dans leur marché respectif, Ok. même sur la partie SMB en APAC. Mais ça reste un très très gros bureau, Singapour. C'est un bureau qui est plus récent. Donc je dirais que c'est un bureau qui a un peu l'échelle du bureau de Dublin, avec le flair et la qualité qui est liée à sa modernité et au fait que ce soit des bâtiments très récents de ce que tu peux retrouver à Paris. Donc c'est vraiment un bureau qui est vraiment très très cool. En plus, Singapour est ultra développé. Donc, Ouais. Donc non, trois endroits dans lesquels, si demain j'avais l'opportunité, voilà, de recommander à quelqu'un que je connais, je dirais. Et tu trouves que les gens sont similaires ou pas? Non, je trouve que les profils sont très différents. Alors encore une fois, vraiment, j'insiste, la nature des clients qui sont accompagnés implique que entre Paris et Dublin, typiquement, les gens chez Paris, si tu devais tracer, tu vois, une médiane, sont plus seniors. Donc voilà, fatalement la vibe est un peu différente. Mais il y a un peu une ambiance Erasmus chez Google à Dublin. Ok. Voilà, parce que tu vois, c'est une toute petite ville. Donc en fait, tu arrives chez Google, le week-end tu vas te balader, tu as une chance de tomber sur un Googler. Ok. Voilà, c'est tout petit. Et puis comme je disais, tu as quand même davantage de gens plus jeunes en moyenne. Donc tu vois, ça s'y prête. Je peux me tromper parce que j'étais pas non plus Googler de Singapour, mais j'ai eu l'impression que c'était un petit peu plus français dans le côté plus cloisonné des relations Ok. à Singapour. C'est aussi un peu asiatique. Culturel, Hein, effectivement.
Encore que, tu vois, quand j'étais chez Publicis à Singapour, tu vois, t'avais une dynamique, intrapersonnelle qui était tout à fait, Ok. tu vois, voilà, chaleureuse et conviviale. J'ai trouvé que c'était un poil plus policé chez Google à Singapour, Ok. dans une certaine mesure. Donc ouais, voilà, globalement. Ok. Deux petites questions. Bah, du coup, quand tu travailles chez Google et qu'il y a tout ça, est-ce que c'est facile quand même de vivre une vie de couple? Parce que tu dis que finalement, ça dépasse le lieu de travail, c'est quasiment un lieu de vie. Ouais. T'as pas mieux fait de te mettre avec une autre personne de Google. Et quand tu pars à Singapour où tu fais du flex, est-ce que ton salaire est indexé au pays ou pas du tout? Tu restes sur la base de Dublin? Alors, je répondrai à la deuxième partie qui est plus facile. Pas du Hmm. tout. C'est du Ok. flex, donc mon contrat, c'est à Dublin. Ok, Voilà. débrouille-toi. Ok. Voilà. Et puis bon, après, moi, j'étais pas non plus là-bas, tu vois, 4 mois de rang, hein. C'était une semaine par-ci, une semaine par-là. Pour Temps un cas qui était régulier. très particulier. Et alors, sur ta première question, bah, en fait, oui et non, parce qu'en fait, et c'est vrai que j'aurais pu en parler tout à l'heure, mais de par ce modèle de management, à partir du moment où tu n'es pas un élément vraiment problématique au sein de l'équipe, j'entends du point de vue de ce que tu arrives à délivrer, tu es très vite très vite vachement livré à toi-même, dans le bon sens du terme, d'un point de vue de comment tu délivres ce que tu dois délivrer. Ok. Donc tu vois, moi, typiquement, j'aime bien me lever tôt le matin, j'aime bien commencer tôt ma journée, et j'aime bien aller tôt au sport, et tu vois, rentrer tôt chez moi pour dîner avec ma femme, Ok. parce que ma femme était à Dublin. Bah, si tu veux, à partir du moment où je déboule avant tout le monde, je fais mon taf, et ça suit derrière d'un point de vue impact, D'accord. personne ne va venir me voir parce que je pars plus tôt, tu vois. D'accord. Donc en Ok. fait, ouais, il y a effectivement, il pourrait y avoir ce côté, je dirais, cette externalité un petit peu négative sur la vie de famille, la vie de couple. Mais en fait, la flexibilité que tu as par ailleurs est suffisante pour que tu vois, tu puisses faire les bons arbitrages. Ok. Ok. Je pensais effectivement c'était peut-être un peu c'est à la chinoise. Tu commences à 8 h, tu quittes limite à 22 h. Je sais qu'il y a des boîtes comme Huawei qui font ça. Mm. Donc, ok, donc complètement différent. Je veux pas qu'on, tu vois, on interprète ce que je raconte en mode chez Google, on bosse pas du tout. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Bah, c'est la perf avant tout, quoi. Si tu arrives à gérer en 7 heures ce que tu es censé faire, que tu commences à 7 h ou 8 h du matin, il n'y a pas vraiment de sujet. ouais. Et puis tu vois, on va chercher, en tout cas la boîte implicitement, en tout cas c'est mon analyse du truc, va chercher des gens smart. Si les gens smart, tu vois, sont suffisamment smart pour arriver à trouver des manières d'être plus rapides, plus productifs sur les tâches qu'on leur donne, tu vas pas derrière leur demander de faire du présentéisme. Enfin, Ouais, tu vois, ça n'a aucun sens. ok. Alors, quelques questions par rapport à tout ça. D'après toi, quels sont les bureaux les plus importants, on va dire déjà en Europe? Et par exemple, là, je pense, à Dublin, je pense que c'est le bureau le plus important. Parce qu'après, c'est Paris, Bruxelles ou Madrid. Déjà par rapport à ça. Bah, gros cocorico. Bah alors, la réponse est complexe, mais parce qu'il y a pas mal de critères, pas mal de filtres que tu peux mettre. Pourtant, la question est Mais simple. je pense que, ouais, mais elle l'est pas, parce que bon, tu vois, alphabet, si tu regardes au niveau alphabet, tu vois, est-ce qu'on se parle d'un point de vue business? Est-ce qu'on parle d'un point de vue stratégique? Est-ce qu'on parle, enfin, tu vois? Ouais, Donc, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, de par l'installation notamment dans les locaux de Google à Paris, d'un certain nombre d'équipes de DeepMind et d'ingénieurs dont le job, c'est de bosser sur l'IA, ouais, stratégiquement, je pense que Paris est le bureau le plus important d'Europe. ok. Euh, Mais après, ça sur va- la partie Google Ads uniquement. Bah, sur la partie Google Ads, dans termes de scale, fatalement, Dublin, comme tu as tous les marchés, Oui, oui. c'est c'est plus important que n'importe quel bureau que tu prendrais, tu vois, de manière séparée. Puisqu'à Paris, on gère le business français, à Dublin, on gère le business français et une cinquantaine d'autres marchés. Bah, sans parler du Dublin, si tu dois comparer Paris, Bruxelles et d'autres capitales, quels seraient les Londres. bureaux? Ok, Londres. Et le UK globalement, c'est le marché. Ok, C'est le marché euh, qu'on appelle un peu North Star. Tu vois, c'est d'un point de vue maturité annonceur, d'adoption de solutions, de transition, si tu veux, des modèles d'acquisition des annonceurs UK versus le reste de l'Europe. rigolo, un peu Euh, le mini États-Unis, ok. Absolument. C'est vraiment un marché dans lequel, je dirais, le degré de profondeur des conversations entre les annonceurs et les agences et Google
et tu vois, le plus avancé. Franchement, parfois, tu regardes les... Et pas les Pays-Bas, parce que j'entends souvent que les Pays-Bas posent problème aux AM Google de par leurs questions, etc. Alors non, je te dis pas pose problème, je te dis vraiment que c'est le marché où la synergie est la plus forte. Ok, Euh, et une des conséquences ou des causes, je sais pas, de cette synergie, c'est que ce que Google, les agences et les annonceurs, et parfois les annonceurs et Google en direct, arrivent à faire dans ce marché-là, selon moi, à scale, à l'échelle de tout le marché, si tu regardes au global, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus avancé que ce qu'on peut faire par ailleurs, encore une fois, si on fait une moyenne, dans des marchés comme la France, par exemple. J'en prends un peu pour preuve. Il y a vraiment, au sein de Google, un très fort, une très forte incentive qu'on donne aux équipes à collaborer entre marchés. Genre, tu vas aller chercher une best practice là-bas, une best practice machin, un truc bidule. Eux, ils sont vachement forts là-dessus, comment on fait, etc., etc. Et quand tu regardes des documents des équipes UK, notamment sur la partie collaboration agence, tu te rends compte que je pense qu'une pas mal d'agences sur ce marché-là ont capté qu'il y a une forme de collab full stack sur des trucs qui sont connexes à Google Ads, sur la partie mesure, sur la partie data, etc., où ils sont capables et câblés du coup de faire des choses ensemble que nous en France on n'arrive pas encore à faire. ouais. Euh, je souhaite à mes camarades et à mes anciens partenaires d'arriver à craquer ce genre de degré de collaboration à SAP, comme on dit. Mais pour As soon as l'instant, possible. as soon as possible. Mais pour l'instant, ouais, au UK, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Ok. Pays-Bas, à vrai dire, je sais pas. Une petite question, parce que je parlais des Pays-Bas, parce que voilà, en termes de création de contenu autour du SEA, les Pays-Bas, de manière assez surprenante, sont en Europe bien avancés. Sur le marché français, on est beaucoup plus rare qu'aux Pays-Bas en termes de best practice, enfin de relais, j'ai envie de dire, d'informations, de mise à jour, d'expérience, etc. Est-ce que sur Dublin ou sur Paris, Mhm. comment dire cela? Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu qui sont suivis, des newsletters, etc. Je ne parle pas nécessairement que de moi ou de Ouais, moi, ouais, mais ouais. j'imagine que oui, parce que j'ai eu quelques retours. Ouais. Bah ouais, t'en as quelques-uns, de toute façon, tu les connais. Mm. Il y a toi, effectivement. Il y a pas mal de patrons d'agences qui sont assez visibles. Ok, Euh, je pense à AdsUp qui est mine de rien, vraiment, je trouve, très très fort dans leur stratégie de communication avec les corporate. breakfasts, etc. Ouais, et puis même globalement, dans, tu vois, la ligne éditoriale de leur patron de BU, et puis tu vois, de leur leadership globalement, je trouve qu'ils n'ont jamais eu peur de prendre la parole. Ok, Ils prennent la parole très souvent. Ils font des choses, et lorsqu'ils font des choses, tu vois, ils postent. Je trouve que HeadsUp est très fort, et d'ailleurs, ils ont tu vois, un reach et un engagement qui est conséquent. ok, Notre ami Mathieu Tranvan est vachement populaire aussi, et vachement regardé. Et puis, dans une mesure différente, puisqu'il s'y est mis plus tard, ancien Googler et maintenant partenaire de Mathieu, notre bon ami Mehdi Mehdi. Boisa, ouais, qui est quand même voilà, un des gros experts du marché. Donc, fatalement, lorsqu'il prend la parole, tu vois, sur LinkedIn, tout de suite, il génère de l'engagement. Ok, effectivement, enfin, il est resté quoi, 10-15 ans chez Google. Bah ouais, si je dis pas de bêtises, en fait, il a fait partie d'une équipe qui a été absorbée par Google au moment d'un rachat. Ah, je C'est savais ça pas. l'histoire. Ok. C'est ça l'histoire. Purée, j'espère que je viens pas de balancer un secret d'État. Je crois pas en vrai, mais c'est pour ça ouais, qu'il était là depuis hyper longtemps. Et c'est un de ces gars qui a vu le produit, Vachement tu vois, évolué. ouais, passer de la chrysalide au papillon, quoi. Ok. Je terminerai cet épisode, ce long épisode, mais extrêmement intéressant, je pense, par une question que je pose à l'ensemble de mes invités. Si demain tu devais lancer un e-com, un SaaS, B2B, B2C, voilà, tu choisis le secteur qui t'intéresse, Mm. le produit qui t'intéresse, est-ce que tu préférais travailler avec une agence, un collectif d'agences, un freelance ou un collectif de freelance Sur le média. sur le média, sur le paid média? Ok. Ou pas que, Intéressant. tiens, mais Pardon? ou pas que, moi j'ai envie de dire toute la partie acquisition. Ouais, ok. Mais je veux dire pas sur la créa, quoi. Ou remarque si, tu peux avoir quand même Tu un peux. component créa, C'est vrai mais qu'aujourd'hui plus, c'est de plus en plus ouais, plus en plus intégré, intégré. ouais, ouais. Euh, réponse simple.
Et après peut-être une réponse plus nuancée. Je pense que de prime abord, je pense que les agences, par définition, de par leur business model, sont plus chères. Et si tu veux, te force à entrer dans un modèle de facturation qui est peut-être un peu trop rigide pour, tu vois, un business qui n'est pas encore super mature. Je pense que dans les premières heures de mon entrepreneuriat, si j'étais donc dans ces chaussures-là, je privilégierais l'appel à un ou des freelances euh, à court et moyen terme pour avoir l'agilité nécessaire, tu vois, au scaling de mes investissements, avec quand même une forme, tu vois, de bonne intelligence en termes de ce que ça me coûte. De m'assurer de payer toujours au juste prix pour les profils que je veux, l'expertise que je veux, au moment où j'en ai besoin. Euh, je pense que bosser tout de suite avec une agence qui arrive avec une grille de fees derrière laquelle il y a plus ou moins des profils, tu sais pas trop et tout, bah, si tu as beaucoup d'argent, et du coup, dans un temps 2, pourquoi pas? Parce que là, tu te retrouves à avoir effectivement des gens qui vont être honneurs de l'historique, de ci, de ça, éventuellement d'un poids de négociation avec Google, les autres régies, tout ça, tout ça. Mais je pense qu'à court et moyen terme, je privilégierais les freelances. Et alors, à plus long terme, peut-être davantage agence. Mais là, j'amène, et c'était mon point, une petite nuance. Je pense que le modèle un petit peu tradit agence, et là, pour le coup, côté créa au même titre que côté média, et c'était déjà un sujet chez Publicis à l'époque où j'y étais. Je pense que y a pas mal d'acteurs qui vont devoir un petit peu chambouler leur modèle. La fameuse grille de fees hyper rigide, un peu obscure, je pense, va de plus en plus être challengée parce qu'en vrai, elle est dans pas mal de cas de figure assez challengeable. Être capable, tu vois, d'être pour une agence transparent, tu vois, what you pay is what you get. Pour reprendre l'expression en anglais, ce que vous payez concrètement, voilà ce que vous avez en échange, va de plus en plus devenir une sine qua non pour les annonceurs. Euh, et je pense que quand les agences n'arriveront pas, si les agences n'arrivent pas à répondre à cet enjeu-là, à cette demande-là, qu'effectivement beaucoup d'annonceurs, et ça serait mon cas si j'étais annonceur, se reporteraient vers du coup le modèle freelance, qui par définition est beaucoup plus transparent. D'accord. Écoute, je poserai une autre question parce que tu as travaillé chez Google. Qu'est-ce qui fait pour toi, j'essaie de bien poser la question, quels sont les éléments qui feraient que tu travaillerais avec une agence particulière? Le CV, le bouche à oreille, ce que tu as pu entendre. Voilà, toi, tu as quand même travaillé dans une énorme régie. En plus, tu étais précédemment chez Publicis. Mm. Donc, tu vois à peu près comment les agences travaillent Ouais. de très très près. Quels seraient, on va dire, les deux, trois critères non négociables? Hmm. C'est une vachement bonne question et que je me suis pas mal posé en commençant à me projeter dans mon nouveau rôle côté agence. En gros, bah voilà, maintenant que je sais à peu près quelles seraient mes exigences à moi face à une agence, qu'est-ce que j'ai envie d'importer comme culture dans ma nouvelle équipe. Je pense que la première chose qui est très centrale dans ce qu'on inculque aux gens qui arrivent chez Google, c'est l'écoute. Et si demain je devais bosser avec une agence, ou si demain je devais être aux manettes dans mon agence, cette importance et cette attention à l'écoute qu'on apporte à ses clients, je pense, serait mon premier cheval de bataille. Et c'est pas un truc que je dis comme ça, un peu, tu vois. Il y a trop souvent en agence ce côté un peu, on débarque en force sur un pitch, on raconte ce qu'on sait faire, on montre ce qu'on a fait de mieux, et on se dit, en montrant ça, on va convaincre qu'on est les meilleurs. C'est vrai. Je trouve que c'est ce qui est vachement dommage. Alors ouais, ok, il faut le faire à un moment ou un autre, mais ce qui est dommage en faisant ça, c'est que en fait, tu peux être complètement à côté de la plaque parce que tu n'as pas fait le job en premier lieu de vraiment investiguer bah, la personne et le business que tu as en face de toi, comment ils font des sous, c'est quoi les challenges qu'ils ont à relever maintenant, demain et après-demain, dans leur carte de visite, leur portefeuille, quel est l'outil le plus efficient, le plus bel avantage concurrentiel qu'ils ont à disposition. Une fois que tu as identifié ça, est-ce qu'ils ont déjà communiqué dessus, pas communiqué dessus, s'ils l'ont fait, est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé, etc., 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 etc. Je trouve que tout de suite se mettre dans une posture où, en tant qu'agence, tu poses d'abord des questions et après tu amènes des réponses, euh,
premier élément, je dirais, pour moi gagnant, pour, en tout cas créer un bon, tu vois, un bon préjugé. OK. Ensuite, je dirais, franchement la transparence, notamment sur la partie, commerciale. OK. Alors OK, c'est pas toujours facile, mais voilà. Et dernier point, la chimistry avec les profils qui vont bosser avec toi. Je pense que c'est hyper important et cette chimistry, en fait, tu peux ne la juger que si l'agence est vraiment transparente en mode, encore une fois, dit what you pay is what you get. Pas donc en gros, tu arrives en tant qu'agence, tu présentes les profils, ces profils-là sont ceux qui vont vraiment bosser pour le client et ceux avec lesquels, du coup, la chemistry peut s'installer, la relation va se construire, et cetera, et cetera. Donc la bonne relation avec les profils, troisième point. La transparence au milieu, je dirais un peu en mode, catalyste de tout Ouais, et en premier lieu, vraiment en point d'orgue et le plus important, cette capacité d'écoute. d'accord. Donc c'est vraiment la partie, j'ai envie de dire, first call ou second call où tout se joue pour toi finalement. Bah oui et non, parce que oui, mais en même temps, cette attitude-là, tu la gardes tout du long après. Oui, tout à Tu as un fait. nouveau brief qui arrive, bah, tu poses les bonnes questions, tu t'intéresses, tu essaies de disséquer un peu le truc, tu vas interroger des gens, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais tu as un brief qui arrive de l'acquisition, tu vas questionner des personnes côté marque, demander un peu ce qu'il en est, un peu côté R&D, capter un petit peu de quoi on parle. Enfin, tu vois, cette curiosité qui fait que, bah, en fait, tu es mieux placé que n'importe qui d'autre pour faire des recommandations qui font sens par rapport au client pour lequel tu les prépares. Tout à fait. Bah écoute, c'était ma dernière question. Je te remercie de ton temps et de tes réponses. Bah, avec plaisir, c'était hyper cool. J'espère que certains des éléments évoqués étaient éclairants. Ça va peut-être ça va peut-être générer des vocations de gens qui vont vouloir bouger à Dublin. Mais non, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très chouette. Bah écoute, avec plaisir et j'espère te dire à bientôt. Yes. Merci Alex.